Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de venir après cette journée de conférence intense. Merci aux courageux. Moi, je vais vous parler d'un outil qu'on utilise quand on fait des audits d'éco-conception. C'est un outil qui permet de mesurer l'impact environnemental d'un site ou d'une application. Et vous aurez deviné son nom. Donc, j'ai déjà commencé par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Cécilia Bossard, je travaille chez Chaudot à Nantes. Je vais redire comme ce matin, depuis lundi, donc c'est tout frais. Voilà, je fais partie des duchesses, j'anime le Meetup Software Crafters de Nantes. Et voilà, j'anime aussi des Devoxer Kids et Coding Goûter parce que ça m'amuse. Je suis apicultrice aussi, donc si jamais vous voulez parler abeilles après, c'est avec plaisir. Hein. Si vous avez du temps devant vous, avec plaisir. Voilà. Voilà. Et puis ça tenait pas sur la slide, mais voilà. Donc, je suis aussi animatrice de la fresque du climat et donc je suis formée en éco-conception, entre autres pour faire des audits. Puis si vous voulez me contacter, voilà, il y a mon Twitter et mon Mastodon. Alors on va commencer par un petit état des lieux. Alors, en fin de journée, là, je pense qu'au niveau numérique responsable, là, si vous avez assisté à toutes les confs, vous êtes au courant là, que la planète est franchement pas au mieux de sa forme et que, voilà, en tant que professionnel de l'IT, on en est en partie responsable. Donc avec surconsommation de ressources, appareils électroniques polluants, vite obsolètes et tout ça. Donc le Shift Project a fait une étude en 2018, en octobre 2018, montre que 4% des gaz à effet de serre sont émis par notre consommation numérique et que cette consommation s'accroît de 9% par an. Donc, voilà, donc en 2018, je vous laisse faire le calcul jusqu'à maintenant. Et donc en 2008, donc c'est un peu plus vieux, la part d'Internet, juste Internet, dans les émissions de gaz à effet de serre était déjà de 2%, donc autant que le transport aérien mondial. Donc, juste pour remettre les choses un peu à leur place. On tape sur les avions, mais en fait, on n'est pas forcément. Dans cette pollution numérique, c'est surtout la fabrication des terminaux qui a le plus d'impact. Donc là, c'est un graphique issu de Green IT qui montre que, voilà, vous voyez, ce qui est en gris, c'est la partie fabrication, et ce qui est en vert, c'est la partie utilisation. Donc pour tout ce qui est terminaux utilisateurs, la fabrication, ça a vraiment un très fort impact. Pour les serveurs, ils sont quand même utilisés en général 24/24, 7 jours sur 7, donc là, les proportions sont inversées. Mais ça reste une toute petite part des terminaux qu'on peut avoir. Donc vous allez me dire, nous, en tant que développeurs, si le problème il est à la phase de fabrication, c'est pas franchement notre problème, en fait. On peut pas y faire grand-chose. Vous vous doutez que si je fais une présentation, c'est que peut-être que si, en fait. Vous avez peut-être déjà entendu ou dit vous-même, oh là là, j'en ai marre, ça rame sur mon téléphone ou sur mon PC, il va falloir que j'en change encore. À qui la faute ? Est-ce que c'est votre matériel qui commence à décrépir à fond ou je sais pas ? Je ne suis pas sûre. Normalement, c'est à peu près stable quand même. Même ma vieille machine, là, elle tient encore la route. Mais c'est plutôt les applications qui tournent dessus qui sont de plus en plus gourmandes et qui vont demander de plus en plus de ressources au fur et à mesure des mises à jour. Donc, c'est bien du ressort des devs, au final, où cette contrainte n'a pas été prise en compte lors des développements. Donc ce serait quand même chouette d'avoir un outil qui nous permettrait justement de mesurer l'impact environnemental de nos applications. Donc typiquement, lors du développement d'un site pour un client qui souhaitait que justement cet impact soit pris en compte, on a cherché à utiliser un outil qu'on utilise déjà pour les audits en disant est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'utiliser aussi en cours de développement pour pouvoir mesurer tout ça, un peu à l'image d'un Nutri-Score ou d'un label énergétique qu'on peut avoir sur les appareils électroménagers. Et donc cet outil, c'est EcoIndex, et dont je vais vous faire la démonstration ce soir. Donc tout d'abord, juste pour préciser qu'est-ce que c'est, donc c'est un outil qui est créé par le collectif Green IT, c'est un outil open source, et les résultats sont sous licence CC BY NC-ND, licence que tout le monde connaît, évidemment. Donc ça veut dire que tout le monde peut utiliser les résultats, peut utiliser l'outil et les résultats librement, à condition de citer
la source qui est Ecoindex. Et il n'est pas possible d'en faire un usage commercial. Voilà. Très à cheval là-dessus. Alors, c'est déjà un outil qu'on peut utiliser en ligne, tout simplement à l'adresse ecoindex.fr. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Normalement, j'ai du Wi-Fi, ça marche. Donc voilà, tout simplement, première chose, on peut tester un site. Donc on va tester, à tout hasard, on va tester le site du Prescamp. Voilà. Donc ça. M'en fiche d'une vidéo. Donc l'analyse peut prendre un peu de temps, surtout si le serveur est un peu chargé. Donc effectivement, vous pouvez tous tester en même temps si vous voulez que ça plante. Mais voilà. Donc on a notre résultat. C'est bon. Donc le Prescamp a la moyenne. Voilà, bravo. Bon, ok, pas top quand même. J'avais même des copies d'écran au cas où. Ok, donc on a cette note de D, on a la moyenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement? On sait que c'est moyen, mais on va regarder plus en détail quand même. Donc en fait, Ecoindex affiche en premier lieu la performance environnementale. Donc c'est un score sur 100 qui est rapporté sur une note entre A et G pour que ce soit un peu plus visible et un peu plus sympa. En plus qu'on est dans le rouge et tout, on culpabilise bien. Donc plus le score est élevé et meilleure est la performance environnementale. Donc je ne vais pas montrer la suite du site, mais après il y a l'empreinte environnementale. Donc c'est le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'eau qui sont générées par l'affichage de la page. Donc là, pour 1000 visites par mois, on a 28,5 litres de consommation d'eau bleue. Donc l'eau bleue, c'est l'eau traitée, l'eau potable. C'est vraiment très particulier. Et 1,9 kg d'équivalent CO2. Donc voilà, 28,5 litres d'eau. Voilà, c'est assez facile de se représenter ce que ça peut être. Vous remettez ça sur un pack de 6 bouteilles d'eau. Voilà, ça vous fait un peu moins de 5 packs de 6 bouteilles par mois pour 1000 visites. Par contre, 1,9 kg équivalent CO2, enfin moi perso, je ne vois pas trop, ça ne me parle pas beaucoup en fait. C'est vrai que j'utilise pas mal ce site impactco2.fr qui permet d'avoir des correspondances. Donc j'ai arrondi à 2 kg, vous m'excuserez, hein, c'est 1,92. Donc 2 kg d'équivalent CO2, c'est à peu près 9 km en voiture. J'ai essayé de prendre des équivalences qui pourraient parler au Prescamp. 1,8 litres de bière et 3,6 litres de café. C'est pas la bière utilisée pendant la phase de fabrication. Non, c'est ça, voilà, c'est bon. Si, mais j'expliquerai juste après. Voilà, donc l'empreinte environnementale du site du Prescamp. Ok, donc on a ces chiffres. C'est un peu sorti du chapeau. Là. Quelle est cette formule magique et cette formule secrète qui permet d'aboutir à ces chiffres? Donc justement, c'est un peu une des forces de l'outil, c'est que c'est un outil open source, donc la formule est disponible et on peut y avoir accès sans problème. Alors, le calcul se base sur 3 critères. Ce sont des données qui sont mesurables directement depuis un navigateur, vraiment utilisable partout. Donc le premier critère, c'est la complexité de la page, puis on a le poids des données transférées et le nombre de requêtes HTTP. Donc la complexité de la page, ça va être la structure de l'arbre DOM du code HTML. Donc plus il va comporter d'éléments, plus la page va être complexe à être déchiffrée par le navigateur, et donc plus le processeur va devoir mouliner pour pouvoir afficher cette page. Donc le processeur de l'utilisateur final. Le poids des données transférées, donc c'est le poids de votre page. Voilà, on fait la somme de toutes les requêtes, le poids des données transférées. Donc on le prend en compte parce que ça va représenter l'énergie nécessaire au transport des données sur l'infrastructure réseau. Voilà. Pour info, sachez que la connexion 4G, c'est 23 fois plus consommateur d'énergie qu'une connexion ADSL. Donc, si vous avez accès à un Wi-Fi, privilégiez le Wi-Fi plutôt que la connexion 4G. C'est mieux. Et donc, le dernier critère, le nombre de requêtes HTTP, lui, ça va permettre de prendre en compte l'effort réalisé par le serveur
pour fournir la page. Donc, plus il y aura de requêtes, plus le serveur sera sollicité, et plus potentiellement il faudra le redonder et donc fabriquer une nouvelle machine pour fournir le service. Donc là, avec ces 3 critères, on a un peu toute la chaîne qui est représentée, depuis l'utilisateur l'utilisateur, le réseau et le serveur. Donc, je ne vous ai vraiment pas montré du tout toute la page d'EcoIndex. Plus loin, en plus bas, il y a le détail du score, justement avec ces trois valeurs qui sont affichées. Donc là, on peut voir que le poids de la page du Breizkamp est un peu trop lourde. Voilà. La cible, c'est 1024 et on est à 2927. Voilà. Au niveau de la complexité, par contre, c'est très bien. Et le nombre de requêtes, la cible, je ne sais pas si vous voyez bien, la cible est de 40, voilà, et on est à 70 requêtes. Donc, c'est bien, mais pas top. C'est à peu près ce que ça disait, quoi. Alors, donc on a nos 3 valeurs, mais ça ne nous dit toujours pas en fait comment le score est calculé. On sait juste sur quoi ça se base. Donc le score, c'est une simple... C'est une simple moyenne pondérée. C'est vraiment un calcul assez basique. On met une pondération de 3 pour le DOM, de 2 pour les requêtes HTTP et de 1 pour le poids des données transférées. Puis après, on fait notre simple moyenne pondérée. Tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on met 3 pour le DOM? C'est vraiment pour insister sur le fait que l'impact est beaucoup plus fort côté utilisateur. C'est vraiment pour mettre l'accent dessus. Parce qu'on a plus d'utilisateurs que de serveurs en général. Ou alors peut-être que vous n'avez pas besoin d'une appli web si vous avez un utilisateur. Mais... Voilà. Puis aussi dans la formule, vous voyez des quantiles, c'est des valeurs qui ont été issues d'analyse de cycle de vie, mais je vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas le but. Ok, donc là, on a un site web qui nous permet de tester un site. C'est une appli, super, mais bon, il faut que ce site soit accessible au grand public. Parce que sinon, on peut pas trop tester un truc en local là. Donc, il faut un site en production. Donc, en fait, ça ne résout pas notre problème initial qui est de comment tester en cours de développement. Par exemple, si on veut voir si l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité a complètement plombé notre EcoIndex, là, faut attendre la mise en prod pour ensuite dire « Ah oui, mince, en fait, c'était nul. » Enfin, bon, c'est pas pratique. Donc, en fait, heureusement, il existe un plugin dans le navigateur. Donc, Firefox ou Chrome seulement. Enfin, seulement. On pourrait mettre que Firefox, c'est le seul navigateur qu'on peut utiliser. Et donc, vous pouvez le trouver sous le nom dans les stores, sous le nom de Green IT Analysis. Et donc là, je vais aussi vous faire une démo. Donc, désolé pour le site du Breizkamp, mais on va recommencer. Donc, moi, je l'ai installé. Donc, il est accessible depuis la console de développement du navigateur. Il y en a un petit onglet là, Green IT. Quand j'arrive à cliquer dessus. Donc, voilà. Donc, alors, pour le faire fonctionner, on commence par vider le cache du navigateur si vous ne le faites pas automatiquement. Il y a même le bouton pour, c'est merveilleux. On rafraîchit la page pour que le plugin puisse vérifier tout ce qui passe sur le réseau. Et on lance l'analyse. Ouais, vous y avez cru, hein, mais c'est juste le temps qu'il fasse le calcul. Donc on reste en D. C'est toujours pareil. Donc là, j'utilise le site du Breizkamp, mais l'intérêt de là, c'est que vous pouvez utiliser votre URL en local. Ça marche bien. Alors, si vous êtes observateur, vous verrez qu'il n'y a pas exactement les mêmes valeurs au niveau de la taille de la page, de la taille du DOM, du nombre de requêtes aussi, par rapport à ce qu'a le site EcoIndex. C'est que là, ça dépend du navigateur qui est utilisé derrière. Donc là, moi, j'utilise Firefox et le site EcoIndex utilise Chrome, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a des toutes petites différences entre les navigateurs. Mais si vous en êtes là, vous en êtes sur la largeur du trait et vous pouvez vous arrêter. Donc le plugin peut nous fournir aussi plus d'infos quand on clique sur activer l'analyse des bonnes pratiques. On relance l'analyse et on a pas mal de petites pistes d'amélioration qui sont calculables automatiquement par le navigateur. À savoir qu'il y a 115 bonnes pratiques. Le navigateur n'est pas capable d'en analyser les 115. Donc là, c'est juste une petite partie. Mais c'est déjà une bonne piste.
on sait là où ça pêche, grandement. On peut aussi sauver l'analyse, si on le souhaite, et afficher l'historique. Bon, j'ai beaucoup testé le... Depuis quelques jours, ça n'a pas bougé. Hein. Voilà. Donc on peut faire du coup un comparatif entre des états pour voir si ça a bougé, ou on peut aussi tester différentes pages pour, par exemple, tester un parcours utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur va sur la page d'accueil, puis va consulter le programme, puis va regarder comment venir à la conf et tout ça, et faire via l'historique, faire la somme de tout son parcours et pouvoir avoir une estimation. Donc voilà, donc c'est cool, on a notre outil. Il faut que je passe... je l'ai trouvé. Qui est utilisable par chaque dev pour son poste de développement, mais ça s'apparente encore beaucoup à du test manuel. Donc c'est un peu à la bonne volonté du développeur qui voudra bien, ou de la développeuse d'ailleurs, c'est pas que les développeurs qui veulent pas tester, qui voudra bien faire le test manuel sur sa machine. Donc le collectif numérique responsable propose sur son GitHub un outil en ligne de commande. Alors, je vous invite à aller voir le GitHub du collectif numérique responsable. Il y a plein de trucs. Il y a entre autres les 115 bonnes pratiques que vous pouvez consulter directement là-bas. Il y a plein de trucs, c'est trop bien. Donc cette utilisation en ligne de commande va nous permettre de l'intégrer via des scripts à une intégration continue ou à ce que vous voulez en fait. Ça reste la ligne de commande. Voilà. Donc on va pouvoir l'intégrer, et l'ajouter dans nos métriques classiques. Alors, encore une démo. Oula, il faut que je me dépêche. Alors, on commence par... c'est une image Docker. Donc, on crée un premier alias pour ne pas avoir à taper tout le temps Docker run, gna, gna, gna. Et après, hein, j'ai mon... Je ne vais pas tout taper, je vais faire du copier-coller parce que... Sinon, ça va prendre des plombs. Voilà. Et on va faire notre première analyse, donc toujours sur le site du Basecamp. On fait simplement analyse-URL. Donc j'ai rajouté un changedown derrière parce que l'image Docker est lancée en route et que du coup les fichiers et résultats sont loqués par le route en route. Évidemment. Et voilà donc qu'est-ce que ça nous donne? On a notre output et on a un simple fichier CSV avec les résultats. C'est magnifique. Magnifique. En fait, on a le résultat, la même chose que le plugin du navigateur en CSV. Bon, CSV, c'est sympa, mais voilà, ce serait sympa aussi d'avoir une petite sortie HTML. Donc, on l'a aussi. Et on rajoute juste HTML report. C'est plutôt parlant quand même. Et là, on a... Alors, c'est pareil, au niveau UX, hein, c'est pas foufou. Hein. Mais on a notre rapport un peu plus détaillé avec les moyennes, le nombre de requêtes, la taille de la page, la taille du tome, enfin tout ce qui va bien. On rajoute un peu plus de CSS et c'est cool. Et on peut aussi tester plusieurs pages d'un coup. Hop. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas beaucoup plus long de tester plusieurs pages que d'en tester une. En fait, il y a plusieurs workers derrière. J'ai de la chance parce que ça n'a pas du tout planté pendant ma démo, franchement. Et donc là, on a toujours cette page HTML et avec les différentes pages qui sont testées. Donc, il y a quand même une page en A, bravo. Voilà. Je voulais savoir laquelle. C'est la page conférence, voilà, qui est en A. Donc voilà, je vous ai présenté EcoIndex. Sachez que ce n'est qu'une métrique, hein, ça vous donne pas, c'est pas un audit complet d'éco-conception et ça remplace pas un audit complet. Il y a que certaines bonnes pratiques qui sont prises en compte.
Mais ça permet d'avoir une image à l'instant T qui est toujours calculée de la même manière pour voir l'évolution de votre application. Prenez-le vraiment comme ça. Ne le prenez pas comme un comparatif, genre hey, nous on est B, vous êtes C, vous êtes plus nuls. C'est pas vraiment l'idée derrière. Donc ça reste un outil limité. C'est un peu comme les outils de test d'accessibilité où vous pouvez pas tester automatiquement l'accessibilité d'un site. C'est pas possible. Ça, faut passer par un audit complet. Mais en tout cas, je vous invite à jouer avec et à regarder un peu les sites de ci, de là. Vous verrez, il y a des surprises sur des sites de grandes associations écologiques, par exemple. Voilà. Et je vous remercie. Si vous avez des questions. Léna ? Déjà, merci pour le talk et pour la pub de l'outil. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour mesurer l'impact du cache? Parce que là, du coup, par exemple, là, la page qui est devenue verte, je ne sais pas si elle est devenue verte juste parce qu'il y a le cache de la première page. Est-ce que ça pourrait être la deuxième page qui a utilisé le cache de la première page? Non, à chaque fois, il y a un vidage du cache. Okay. Oui. Parce que du coup, le cache peut être aussi un truc super positif pour la performance du site, et donc, du coup, il n'est pas noté. C'est pas noté, mais effectivement, c'est à prendre en compte. Après, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire un audit complet. Mais là, c'est vraiment sur un premier affichage, un utilisateur qui vient pour la première fois, quel sera son impact. Mais effectivement, s'il y a un cache la deuxième fois, potentiellement, l'impact sera nul. Mais oui. Et juste une autre idée, ça pourrait être cool d'avoir un truc qui envoie une note ou à qui qu'on puisse plus facilement utiliser dans des merge requests ou des pull requests pour dire est-ce qu'on a empiré par rapport à la dernière fois ou pas. Quelque chose qui renvoie oui, non, pour pouvoir le passer et le mettre dans une CI et bloquer des PR. Mais, voilà, il n'y a plus qu'à. Mais oui, je suis d'accord, ça fait. Ça. Est-ce que vous savez s'il y aura des nouveautés, enfin s'il y a une roadmap de prochaines features de Coindex, ou si ça reste juste un calcul basé sur ces trois critères? Ça évolue. Là, justement, c'est la nouvelle version qui est sur le site. Ils ont légèrement remanié les algos. Donc voilà, c'est un projet qui est en constante évolution. C'est un projet vraiment vivant et actif. Donc, je pense que là, je ne sais pas s'ils sont déjà partis sur un nouveau calcul, mais en tout cas, c'est pas statique et figé. Je ne sais pas si ça répond. Pas trop. Pas d'évolution. Enfin, il y a plutôt des multiplications d'outils, de CLI, de différentes façons d'avoir la donnée, mais pas de nouvelles. Il faudrait aller voir justement sur le GitHub du collectif numérique responsable. Il y a la liste des issues. Enfin, parce que cet outil en fait partie aussi. Et du coup, il y a la liste des issues. Il suffit c'est vrai que je vais pas jeter un œil. Je ne sais pas la liste des choses en cours. Bonjour, merci. Est-ce que tu aurais la note du site EcoIndex? Tester, faire de... Je crois qu'ils font... ils sont pas... J'espère. Ils ont refait leur site il n'y a pas longtemps. J'ai trop testé, il faudra tester vous-même. Moi, j'ai trop testé aujourd'hui. J'ai trop répété avant. De mémoire, il était en A. Voilà. D'abord, merci. Est-ce que ça m'a peut-être échappé? Est-ce qu'il y a un projet de proposer quelque chose côté mobile ou une initiative similaire côté mobile que vous connaîtriez? Pas à ma connaissance. Enfin, il y a des outils, mais qui mesurent la quantité d'énergie consommée par le site. Donc, c'est pas tout à fait pareil.
Ouais, côté mobile, ouais, je suis désolée. Enfin, Du coup, je complète ta réponse à la question précédente. Côté mobile, il y a un truc qui s'appelle EcoCode, qui fait de l'analyse statique de code en s'appuyant sur Sonar avec un ensemble de code smells, enfin de green code smells qui sont connus. Voilà, et parce qu'en fait, faire le même type d'analyse sur de l'appli mobile, ça n'a pas tellement de sens. Mais par contre, analyser les bonnes pratiques en phase de développement, ça en a plus. merci. Je sais pas. Ok. Merci pour la presse. Je me demandais, je ne sais pas si tu connais PageSpeed. Du coup, c'est l'outil qui est sorti par Google, notamment qui fait du coup tout ce mesure. Alors eux, ils n'ont pas mis ça sous la norme du coup éco-responsable, etc. Mais en fait, ce qu'ils appellent performance, mais qui au final, j'ai l'impression de retrouver beaucoup de points, notamment vérifier que si j'ai mis une image en 500 pixels, que j'ai pas chargé une image qui fait 4K par exemple, ce genre de choses. Est-ce qu'au final, c'est des outils qui se recoupent ou là, il y a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin dans l'éco-conception que peut faire ce genre d'outils? Moi, perso, quand je fais des audits, j'utilise à la fois EcoIndex et j'utilise donc PageSpeed ou Lighthouse parce que parfois, c'est pas les mêmes choses qui ressortent. Et c'est intéressant d'avoir multiplié les outils aussi pour avoir un panel plus large de ça. Mais ouais, ça reste sur de l'optimisation, mais c'est bien aussi de tester autre chose. Je pense qu'on a largement dépassé. Merci à tous.